Allez, fais-le. Épisode, rendez-vous inspirant. C'est le comédien conférencier Hugo Dubé qui est avec nous. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous en studio. Hugo Dubé qui est avec nous. Bonjour à vous. Invité. Oui, Hugo Dubé qui est avec nous. Bonjour. Ben oui, Hugo, comédien, oui, mais auteur, conférencier aussi. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec? Ben oui, explique-nous ça. Mes deux prochains invités, oui, j'ai deux invités puisque ceux-ci travaillent ensemble depuis plusieurs années. Premièrement, unis par les liens du sang, ces deux frères, et aussi unis par un désir et une passion commune d'offrir un projet unique. Certains diront flyé pour les citoyens et citoyennes de Montréal et l'ensemble de la population québécoise. Contrairement à mes autres balados rencontres inspirantes, je ne connais pas personnellement mes invités puisqu'ils m'ont été chaleureusement proposés par mon fils Hugues-Antoine, ingénieur mécanique. Lui est spécialisé en développement durable et il est enthousiasmé devant leur projet. Donc, écoutez, c'est avec plaisir que je découvrirai avec vous cette aventure unique de ces deux hommes qui, je le soupçonne, ont dû se faire voler beaucoup d'heures de sommeil et en même temps, ça leur a permis, je suis sûr, de vivre un éventail d'émotions que doit traverser n'importe quel créateur, concepteur, artiste, entrepreneur face aux nombreux défis, aux difficultés, aux embûches qui parsèment la route du succès pour rendre un projet à terme. Et dans le cas qui nous intéresse, ils pourront me corriger si je me trompe, l'échéancier est prévu pour 2019. Étienne et Frédéric Morin-Bordelot, salut. Bonjour. Hey, salut. Merci de prendre de votre précieux temps pour participer à mon podcast. Allez, fais-le. On commence par commencer. On se bouge. Je suis très heureux de vous avoir avec moi. Et je sais que vous planchez... Je pense que c'est peut-être Étienne, on en reparlera tantôt. Je sais que vous planchez sur le projet MR63 depuis 2012. Et là, j'imagine que vous avez dû développer une expertise pour décrire ce que j'appelle la carte postale de votre concept. Et pour que les auditeurs soient en mesure de se faire une idée de ce qui vous passionne, qu'est-ce que le projet MR63? C'est vrai qu'on a développé une expertise. On est capable de le faire dans l'eau, les yeux fermés, en se faisant attaquer par des requins. Alors, qu'est-ce que... Mais tu sais, je sais pas, vous l'avez présenté à des politiciens, à des gens du monde de la finance, à des philanthropes. Alors, la carte postale du projet MR63, c'est quoi? Ben, MR63, depuis à peu près bientôt 6 ans, c'est toujours la même chose. Ça a été la même chose depuis jour 1. C'est une sculpture, c'est une ode à Montréal. Mon frère puis moi, on a vu que les métros allaient changer. On a commencé à brainstormer ensemble. On s'est dit, on ne veut pas perdre cette icône-là. Tout le monde a voyagé avec le wagon de métro. Tout le monde a une histoire. Autant les gens qui ont débuté les premiers voyages de MR63, comme nous, qui allaient à l'école tous les jours avec ces wagons-là. Tout le monde avait... C'était un symbole montréalais. Fait en voyant qu'elle allait changer, on s'est dit, on ne veut pas les perdre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi pas en sortir un terre, en sortir 2, en sortir 8, puis construire une sculpture avec. Fait que l'idée, les balbutiements d'idées, c'était ça. Puis à l'intérieur, on s'est dit, ce monument-là va tellement être monumental qu'on veut l'intégrer de ce qu'on aime, mon frère et moi, l'art, la gastronomie, le design, et ce qui représente Montréal. Fait qu'au final, on perdure la vie du métro qui était de voyager, découvrir Montréal sous terre. Puis maintenant que sa vie utile est finie, ben nous, on le réutilise et on lui donne cette même mission-là qui est de découvrir les talents de Montréal. Très bien. Je passe quasiment à la question 3, mais je vais revenir à la question 1 tantôt. À quel moment vous avez réalisé que c'était pour être difficile et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas abandonné? J'aime cette question-là parce que, en fait, je suis pas sûr de la réponse. On n'a juste jamais arrêté. On a toujours eu des difficultés qui se sont mises en travers notre chemin, puis une après l'autre, ben, on les a prises indépendamment. On est allé chercher de l'aide ou on a trouvé une solution qui marchait ou qui marchait pas. Si ça marchait pas, on prenait une autre avenue. Et de fil en aiguille, ben, on a fini par surmonter toutes ces petites épreuves-là. C'était plus une question de jamais abandonner, plutôt que de se dire, bon, ben tant pis, c'est la fin, il n'y a plus rien à faire. OK. Et puis là, je reviens à ma question 1. Selon vous, quel est l'ennemi de la créativité et de l'imagination actuellement? Rapidement, je te dirais que j'ai le goût de parler un peu de notre entourage. Là. Oui. Je pense qu'on a été super bien entourés, super bien
éduqué dans le sens, je donne un props à nos parents. Toujours donner cette motivation de ne pas lâcher, de continuer, puis de rêver, en fait. Fait c'est sûr qu'on a été dans une situation qui nous a permis de pouvoir nous laisser aller puis nous créer à 100%. Mais c'est ça, c'est la persévérance aussi. Fait autant de l'environnement qui nous entoure, qui peut nous empêcher puis nous dire qu'on ne sera jamais capable, que autant nous-mêmes, qu'on peut se dire non, OK, c'est trop gros pour nous, on n'y arrivera pas, on n'a pas la compétence. Puis je pense que notre gros avantage à mon frère puis moi, c'est d'être deux, en fait. Souvent, les entrepreneurs sont tout seuls et ont de la difficulté ou ils descendent dans une spirale parce qu'ils n'ont justement pas ce côté de mentor ou une autre personne pour s'épauler quand ça va mal. Fait que ce duo-là aide beaucoup pour pouvoir atteindre ses rêves. Très bien. Et puis, on dit que c'est prouvé scientifiquement qu'on a des idées sous la douche. Est-ce que cette idée-là, MR63, comment l'idée est venue? Qui l'a eu? Et puis, c'est le pop, c'est apparu. Est-ce qu'on peut dire, je me souviens très bien où j'ai eu l'idée? En fait, on n'a pas la seconde près, on a eu l'idée, mais je pense que c'était arrivé en cogitant, mon frère et moi, sur ça. On a vu que les wagons allaient changer. Moi, je prenais beaucoup le métro pour aller à Montmorency, à Laval, au cégep, dans le temps, en cinéma. Et je regardais par la fenêtre du métro, en fait, puis je trouvais ça dommage qu'on ne voit pas Montréal. On traverse complètement Montréal, mais on ne le voit pas par cette fenêtre-là. L'idée, c'était vraiment de sortir cette fenêtre-là de terre pour voir Montréal. Fait que c'est un peu ça. À force de brainstormer là-dessus, avec mon frère, on a commencé à lancer des idées. Puis c'est ça. Vraiment, l'idée, comme je disais, c'est la première idée, c'était de sortir 8 wagons, créer une sculpture de 3 étages. Puis à ce moment-là, on s'est dit, pas de problème. Je me rappellerai ça toujours, par exemple, mon frère m'a dit, OK, on le fait. Puis ça, c'est parti de là, on s'est dit, en 6 mois, ça allait être construit, puis on allait être célèbre, puis pas de problème. Et c'est 6 ans plus tard, donc on a multiplié par 10. La célébrité s'en vient, c'est 2019, là, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et 2019, au début, on était comme, OK, 2019, c'est un bon timeline. Mais là, on est devenu réaliste avec tout ça. Oui, la vie nous a rattrapé. On aligne plus 2021. Et là, vous êtes quand même jeune et je pense que la question peut se poser à vous. De quelle façon vous arrivez actuellement, là où on se parle, à composer avec l'usure de la performance? Ouais. On prend plus de douches. On a plus d'idées pour composer avec l'usure de la performance. C'est comme n'importe quoi. Tu sais, quand tu as une bicyclette que tu utilises over and over and over again, tu finis par changer les pièces, par changer de guidon, etc. Puis, c'est un peu la même chose avec ton corps, tu sais, ou avec ta tête. Il faut que tu prennes le temps de réparer chaque pièce, puis ça marche pas exactement comme une machine, fait qu'il y en a certaines qu'il faut que tu entraînes plutôt que tu continues à user. C'est pour ça qu'on va au gym, on a une routine plus sérieuse, on essaie d'être plus organisé, d'optimiser notre temps, des trucs comme ça. Okay. Mais heureusement, dans le monde entrepreneurial, on en parle beaucoup, puis il y a beaucoup d'aide, puis de conseils dans ces affaires-là. Donc, on est bien entouré à ce niveau-là. Mais c'est toujours les mêmes conseils. C'est toujours, cadre-toi, sois plus ordonné, plus décidé, puis ça finit par marcher. Là, tu parles de conseils, justement. L'autre question, c'est pour réussir dans votre domaine, ça prend du talent et... Ouais. Et quoi? La persévérance. Mais, des bons mentors aussi, des bonnes personnes pour nous aiguiller. Là. Si je continue un peu l'analogie de la métaphore du vélo que mon frère disait, c'est certes, il faut changer des pièces puis tout, mais le vélo aussi, ça s'apprend, puis à un moment donné, on s'habitue à notre vélo, puis on commence à le comprendre, puis on sait les lacunes, puis on sait les avantages de notre vélo, puis on s'est planté beaucoup de fois. Fait à force d'avancer comme ça, on finit par être meilleur, puis pouvoir continuer à survivre. Mais à travers cette ride de vélo, on découvre d'autres personnes aussi, puis ces gens-là, ils nous donnent des trucs, ils nous aident. On a appris énormément en tant que comment devenir un entrepreneur, comment devenir des adultes plus accomplis, nos buts aussi. Fait qu'il y a des gens dans notre entourage qu'on a découvert à travers notre chemin, qui nous ont donné des conseils géniaux, puis qui continuent à nous aider, puis à nous motiver, puis à croire en nous, puis ça aide beaucoup, beaucoup. Est-ce que créer et innover, c'est apprendre à déranger? Dans notre cas, on a réussi à rassembler plutôt que déranger.
Ce qui était dérangeant, c'est qu'on a eu une idée que jamais personne n'avait eu avant, ou si quelqu'un l'avait eu, qui s'était jamais dit, bon, je vais la mettre en place. T'sais. Donc, on n'a pas été très dérangeant. De manière plus générale, je pense qu'il y a une certaine partie de l'innovation qui peut être dérangeante. Je veux dire, nous, on fait pas l'unanimité non plus, là. On a un gros taux d'acceptation, puis les gens sont super heureux de voir ce projet-là arriver. Mais concrètement, il y a encore des gens qui trouvent ça pas agréable de récupérer des wagons, d'autres qui aiment pas ça, les voir empilés. Il y a des designers qui trouvent que c'est une aberration, que c'est des matériaux en fin de vie utile, puis qu'on devrait pas aller là. Mais nous, on regarde les 90% du monde, ou 95% du monde qui nous aiment, puis on le fait pour eux autres. On le fait pas pour les gens qu'on dérange, finalement. Là. OK. Et oui. Puis tantôt, là, plus tard, je parlerai de la peur, et tu commençais un peu à répondre à la question. Et en même temps, on parle de 2021, il y a un échéancier, peut-être c'était 2019 avant. Lorsqu'un échéancier devient précis, comment vous arrivez à avoir des idées? Est-ce que c'est la pression fait en sorte que... Et je reviens souvent à Robert Lepage qui disait « Je me mets en situation d'être obligé d'avoir des idées. » Bien, c'est des idées moins monumentales. Ça va être des idées sur des idées plates, là, genre comment tu fais pour mieux gérer ton temps, comment tu fais pour que ton équipe soit plus heureuse, comment dans ce meeting-là, tu peux sauver 10 secondes qui va t'en faire sauver 10 minutes plus tard. C'est des idées vraiment plus plates, mais ça reste des idées, puis si tu tripes à être créatif dans tous les domaines, pas juste mettons dans le design, dans notre cas, t'es capable de toujours garder une certaine créativité puis un plaisir à créer un peu n'importe quoi. Et parlant d'idées, l'idée la plus folle que vous ayez jamais eue, est-ce que c'est ce projet-là ou il y en a eu d'autres avant qui peuvent inspirer un ou une jeune entrepreneur qui disent est-ce que c'est pour vous, c'est le MR63, tu dis c'est la plus folle? J'imagine que oui, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres? Il y en a eu plein. On a brainstormé, il y a plein d'idées. Déjà avec un wagon, il y a plein de positions possibles avec un wagon. Mais je pense que en fait, peut-être après ce projet-là, il y aura encore des idées, des projets plus fous parce qu'on aura l'expérience et la notoriété pour les faire. Mais ce projet-là, MR63, ça a été une idée folle, mais possible. C'est l'espèce de douce limite entre c'est une idée complètement saugrenue, mais est assez ancrée dans la réalité, puis est assez faisable, puis est assez logique pour être réalisable. Fait que c'est pour ça qu'on s'est arrêté sur celle-là. Puis dans le futur, on va avoir cette expérience-là, fait qu'on va pouvoir choisir si on continue avec une idée folle ou est vraiment juste dans la catégorie du... Mais ceci dit, il y a 6 ans, quand on est parti, si quelqu'un qui avait exactement notre parcours nous disait « Ah, vous allez commencer ça », il nous aurait dit « C'est impossible, c'est fou, laissez tomber tout de suite ». C'est sûr qu'on a un peu beat the odds, comme on dit en anglais. Là. On est allé à contre-courant. Là. Mais il y a une question dans la folie qui est c'est qui voit la folie, tu sais? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est les autres? Si c'est les autres, il y a toujours quelqu'un qui va trouver ça fou. Si tu l'écoutes, t'es fait. Si jamais c'est toi qui trouves ça fou, puis tu dis je vais y aller pareil, t'es peut-être un peu fou, mais écoute, il y en a pour qui ça paye. Et donc, Mané, j'avais une question, c'est pour saisir les opportunités, pour être opportuniste, est-ce qu'on doit être égocentrique? Un peu, mais... On peut aller dans la folie pour dire, écoute, si j'écoute tout le monde à un moment donné parce que tout le monde fait ci, fait ça, tu dis non, regarde, je vais aller au bout de ça, puis après ça, on va ajouter des éléments. Sinon, si j'écoute tout le monde, je paralyse. Là. C'est pas faux du tout, ça. Mais en fait, il faut que tu écoutes les bonnes personnes. Et que ça reste de l'écoute. Si tout le monde autour de toi dit que c'est stupide, t'es peut-être mieux pas aller là. Oui. Fait que, il y a une part d'écoute, puis il y a une part de croire en ton projet. Là. Je pense que c'est ça. C'est vraiment, comme Fred disait, il faut écouter tout le monde, mais après, il faut juste prendre les parties que tu penses importantes dans ce que les gens disent, puis que tu en crées ta propre réalité. Parce que si c'est juste, OK, c'est mon idée, puis même si tout le monde dit que je suis fou, je vais avancer, t'iras pas loin non plus. Je pense qu'il y a une vérité dans tout ce que les gens disent, puis même si les gens disent complètement l'inverse de ce qu'on pense, mais je pense qu'il faut les écouter pour bien comprendre la réalité des autres. Puis voir pourquoi les gens n'aiment pas ce qu'on fait, puis peut-être s'améliorer dans le futur. Tu sais, par exemple, MR63, les gens nous ont dit « Oh, un bâtiment fait de wagons de métro, j'adore ça. On pourrait mettre des robots à l'intérieur, puis ça pourrait être un nouveau centre pour l'intelligence artificielle. » On est comme « Ouais, mais c'est quoi le rapport avec les wagons? » Ouais. Comme, pas d'intelligence artificielle dans ce temps-là. Puis
de fil en aiguille, au fur et à mesure que les gens nous challengeaient, on se cantait de plus en plus vers notre idée. Puis c'est pas parce que c'était notre idée, mais c'était vraiment parce que c'est celle qui avait le plus de cohérence dans son tout. Et au final, même si les gens nous challengeaient puis nous disaient ça puis ça, mais on était capable de, non pas de changer notre position, même si c'est des gens super importants qui nous le disaient. C'est sûr que quand ça arrivait, on était un peu choqués puis on pouvait passer 2 jours à se poser des questions, mais au final, à travers après ces questions-là, on se disait, OK, non, ça va, c'est notre projet, il y a de l'allure, il est cohérent, fait qu'on continue avec ça. Oui, on est capable d'avancer. Et justement, lorsqu'on parle d'idées, de projets, un des premiers critères qui vous fait dire oui à un projet, c'est quoi? On n'est pas tout à fait des entrepreneurs en série. Là. On a quand même 2 entreprises, qui est plus que la majorité des gens, mais la cohérence, je pense que c'est important. La cohérence, nous, notre mission, c'est de mettre de l'avant les talents, puis de piquer la curiosité du grand public vers la culture et ses talents. Donc, tout ce qui est cohérent par rapport à ça. Puis c'est très large, là, fait que, je veux dire, il y a à peu près juste le sport, puis la science, puis la religion qui ne fit pas là-dedans. Donc, n'importe quoi d'autre. C'est encore drôle, hein? Ouais, la culture, c'est sûr que la culture, ça rentre dans la culture avec un grand C. Nous, on l'a réduit à art, design, gastronomie, là, juste histoire de pouvoir travailler dans quelque chose, là, pas juste dans tout, tu sais. Et donc, quand c'est cohérent avec notre mission, c'est cohérent avec où est-ce qu'on s'en va, qu'on est capable de voir des liens, peut-être de l'ajout de valeur, tu sais. La valeur ajoutée dans tout ça, on va vers ces choses-là. Est-ce que vous seriez prêt à travailler sur une courte période avec des gens de talent, mais qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs créatives que vous? Je pense que c'est là qu'on évolue encore plus. Puis après ça, la créativité puis les valeurs créatives, c'est à chacun. Donc, je pense que ça, comme je disais tantôt, ça nous fait grandir de travailler avec des gens qui sont à contre-courant de ce qu'on veut faire, mais qui ont un but commun ensemble. Le projet MR63, c'est un grand laboratoire, c'est un grand terrain de jeu qu'on veut construire pour tout le monde, mais c'est pas un terrain de jeu pour mon frère et moi pour faire ce qu'on veut. On veut justement s'associer avec des organismes culturels qui existent déjà, qui ont déjà des missions, qui travaillent depuis super longtemps à Montréal. On réinvente pas la roue non plus de montrer ce qui se fait à Montréal. Il y a plein de gens qui le font depuis super longtemps. Tout ce qu'on veut faire, c'est un édifice qui va permettre à ces gens-là et à ces créateurs-là de venir créer. Fait que c'est le fun si on est justement challengé, mon frère et moi, sur d'autres choses qu'on croit pas ou qu'on... On est bombardé de réussite. Le web, ça n'arrête pas. Est-ce que, justement, l'impatience des gens autour de vous, l'urgence du résultat, est-ce que ça affecte la qualité créative? Ça l'a déjà fait. Mais je pense que là, on est encadré par des gens qui sont peut-être plus expérimentés que nous, nos architectes, certaines personnes dans la ville aussi. Donc, eux nous recadrent puis nous disent ça va prendre ce temps-là, puis c'est tout. Et avec le temps, on a appris à prendre le temps. T'sais. Donc, on attend, on joue avec ces deadlines-là, on dit OK, 2 ans de plus. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 2 ans-là? On ne devrait pas chômer, on a ça à faire encore. On peut prendre le temps de mieux faire les choses. Puis cet été, la station éphémère, on l'a fait vraiment rapidement. Oui. On a livré un beau résultat, mais ça nous a vraiment brûlé. T'sais. Puis on s'est dit, si on avait eu 1 an de plus pour faire cette station-là, ça a été fantastique. Mais est-ce que c'était l'impatience de dire, montrez-nous quelque chose, et vous aussi, de dire, on veut se frotter à la possibilité, regarder ce que ça va donner, parce que des fois, être backstage, de dire, on le sort pas tout de suite, on le retarde un moment donné, je sais pas, vous aussi, comme entrepreneur, des fois, on a le goût d'aller à la lumière, là, on veut pas toujours être dans l'ombre. Je pense que mon frère et moi, on n'est pas pareil là-dessus. Là. OK. Moi, je suis très impatient. C'est genre, fail fast, fail forward. Là, c'est très start-up. Là. C'est comme, on va essayer quelque chose, puis au pire, ça se plantera, puis on recommencera. Mon frère est plus dans je suis plus dans une logique de bien faire les choses, puis de raffiner le petit diamant avant de le sortir, puis de le montrer. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un espèce de point milieu. Puis l'exemple de la station, mais je pense que dans notre grand plan, c'était au bon moment, mais de toute façon, on devait le faire maintenant, mais ça a été fait rapidement parce que les aléas du temps qui nous étaient alloués, mais on l'a fait, on l'a livré, puis ça a sorti ce que ça devait sortir, mais ça a fait exactement ça. On était rendu au moment où il fallait prouver qu'on était capable de faire quelque chose. Puis les gens voulaient voir quelque chose de concret. Fait que c'était à ce moment-là, c'était parfait dans le temps. On l'a fait, puis ça l'a fait ce que ça devait faire. Et une fois que ça s'est fait, comment vous arrivez à lâcher prise? Il y a un problème, ça coince, ça va pas comme vous voulez. De quelle façon vous lâchez prise?
C'est pas le bout où il faut que tu lâches prise quand ça coince. Non, mais à un moment donné, tu dis, mais de dire, est-ce qu'on lâche prise et on revient, on va trouver, on laisse. Et il y en a qui disent la nuit porte conseil. Il y a toutes sortes de citations à ce niveau-là. Là. La station éphémère a duré 4 mois. Il y avait probablement un bon gros problème à chaque semaine, puisque pour toutes sortes de raisons. Là. Puis, donc, il y avait des problèmes où on avait le temps justement de prendre une douche, de relaxer, de juste dormir là, sur certaines choses. Nous, on avait pris les lundis, mardis de congé, fait que souvent les lundis, mardis de congé, on travaillait, mais moins. Donc, dans ces moments-là, on avait le temps de penser un peu. Mais sinon on était... il fallait régler le problème là, tout de suite, prendre des snaps decisions. Puis on n'avait pas vraiment le temps d'être créatif ou de prendre notre temps, donc... C'était réactif, là. C'était quasiment, il faut réagir, c'est tout de suite, il faut trouver une solution là, parce que... Mais moi, la question, c'est comment vous lâchez prise? Est-ce que vous lâchez prise ou vous êtes toujours dans le feu de l'action? Dans l'espèce de petit contexte de la station éphémère, c'est un peu la folie furieuse. Fait mais dans l'ensemble du projet... Dans l'ensemble du projet, au final, on réussit maintenant, aujourd'hui, à lâcher prise, puis à savoir, en ayant un horaire plus sain d'esprit. Là. On a des semaines, on a nos fins de semaine. Au début du projet, on faisait pas ça. On était juste comme basta, puis on avançait en fou. Maintenant, on est capable d'être plus zen. On est capable de pouvoir se reposer, de prendre sur soi, puis on se rend compte que ça fait juste mieux avancer tout, en fait. Fait qu'on est capable d'aller au chalet, puis de travailler dans la forêt, puis se libérer un peu l'esprit ou des choses comme ça. Donc, ça nous aide beaucoup pour se refocusser quand revient la semaine, mais il faut trouver une balance là, dans la vie. Peut-être, juste pour compléter, au début de la session, on avait une conférence de presse qu'on devait faire avec politiciens et tout. Oui. Et notre directrice des coms, elle nous dit, on peut pas la faire, il va pleuvoir, ça va être horrible, il y aura personne. Puis là, on est genre la veille, là, ou le jour même. Puis là, on est comme, mais on peut pas faire redéplacer dans 3 jours, policiers, partenaires, tout ça. T'sais, nous, on a booké une date depuis un mois, il n'y a rien à faire. Elle était comme, là, si vous faites pas ça, ça marchera pas, blablabla. Fait qu'on a lâché prise sur celle-là, puis on l'a fait 3 jours plus tard. On a appelé tout le monde un peu avant, puis on leur a dit est-ce que ça marcherait, si on était capable de changer la date, etc. Tout le monde nous a dit, ça peut être possible, ok, on le fait. Fait que on l'a fini par lâcher prise, mais on s'est quand même backé. T'sais. Ça n'a pas été comme ok, je lâche prise, je lâche tout, puis après ça, je recommencerai d'autres choses. T'sais. On n'a pas jusqu'à maintenant fait ça. OK. Mais peut-être qu'éventuellement, on va devoir. Donc, mais tantôt, Étienne disait on aime se retrouver en forêt, donc ça prend un espace créatif. À un moment donné, il faut arriver à dire je dois me ressourcer. Moi, c'est un peu l'angle, la question de quelle façon vous arrivez à vous ressourcer, parce qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent. Le cerveau, c'est une machine qui peut se fatiguer aussi. Le corps peut se fatiguer. C'était le but de la question, là. Est-ce que vous aimez vous retrouver seul? Il y en a un qui est toujours, je suis plus social. Moi, je veux Les deux, est-ce que vous aimez vous retrouver seul? Oui. Si tu regardes nos fins de semaine où on est à la maison, parce qu'on habite ensemble en plus, OK. On regarde la télé, puis on se parle pas, puis on fait rien. Là. Donc oui, c'est un peu notre façon de se ressourcer, c'est ou bien aller au chalet, puis regarder le lac, comme il disait. Ouais. Mais mon frère est plus le créatif. Moi, je suis créatif, mais dans des stratégies de gestion. Donc, c'est plus la business puis l'art. Oui. Et... Ben, ça prend ça prend ce duo-là. L'association, moi, je pense que tu peux pas réussir si tu t'associes pas. Et tant mieux si vous, en tant que frère, ça fonctionne parce que vous vous connaissez bien, mais en même temps, vous vous connaissez tellement. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que ça peut devenir un inconvénient aussi, tellement bien se connaître? Ben, je pense que c'est même plus pertinent de bien se connaître, surtout avec que ce soit frère ou pas, avec des partenaires de travail. Je veux dire, tu sais comment l'autre réagit, tu sais comment bien expliquer ton idée, comment l'autre l'interprète. Je pense que dans la vie, si tu veux travailler avec quelqu'un, il faut que tu le connaisses bien. Puis, nonobstant que ce soit un frère ou pas. OK. Et puis, justement, connaître quelqu'un, est-ce qu'on doit avoir un conjoint, une conjointe, un amoureux? Est-ce ça prend des partenaires compréhensifs pour arriver à créer et à être un entrepreneur? Ben, je te donne un exemple vraiment rapide. Il n'y a même pas une semaine ou deux, là, on s'entendait vraiment pas sur un point au point où est-ce que, tu sais, comme, on aurait pu jamais vouloir se parler. Là, c'était
On s'engueulait pas, mais on s'est exténué, là. On est vraiment allé au bout de nous deux. Puis, à la fin de cette rencontre-là, on est sorti, on est allé chez nous, puis on a parlé d'autres choses, puis tu sais, c'était comme, bon, ça c'est la job, puis ça c'est pas d'autre, ça c'est le travail, ça c'est la vie privée. Puis on a appris à faire ça, parce qu'avant on n'était pas capable. Mais maintenant on est capable de vraiment faire une scission, puis de dire, ben les problèmes de la job, c'est à la job, puis chez nous, ben on est chez nous. OK, vous arrivez à le faire, parce que là, vous vivez ensemble, vous vous engueulez, ou je sais pas, il y a une tension, vous êtes vraiment pas d'accord. Donc, est-ce qu'il y a un rituel de dire, là, on décroche, je sais pas, on change de vêtements, on met... parce que il faut faire une transition comme le médecin ou peu importe qui accroche son sarrau. Lui, il laisse son personnage et son métier, il rentre chez lui. Vous travaillez de chez vous le plus souvent? Dans notre appartement, on trace une ligne par terre puis on a chacun notre zone. Non, mais après, ça se fait. Ça se fait OK, ça se fait naturellement parce que c'est pour une question de survie mentale. OK, c'est... Et la peur, est-ce que c'est utile à la réalisation, à l'accomplissement de votre projet, de votre aventure, de votre investissement? La question, c'est de quelle façon vous arrivez à vaincre, dompter, contrôler la crainte, la critique, l'échec, la jalousie, le financier? Wow. La crainte est partie prenante à chaque jour, c'est sûr. Plus on avance, plus on tombe dans des trous, plus on a peur de retomber dedans. Mais on sait aussi comment ne plus tomber dedans. Fait que je pense que la peur nous fait avancer de façon plus lente, mais mieux, si tu veux. Mm-hmm. Mais il faut aussi pas tomber dans cette peur-là, puis juste être nourri par elle, puis ne plus créer, puis avancer, puis avoir la folie du début, où on avançait vraiment rapidement, puis qu'on créait des belles choses. Fait que c'est une espèce de balance entre les deux. Puis pour réussir à la combattre... Ouais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais pour réussir à la combattre? Ben, moi, je suis un gars naïf dans la vie. Genre, je vois pas de problème nulle part. Fait que j'ai appris à en voir quelques-uns, là. Mais je suis assez, tu rentre dedans, fonce la tête première. J'ai décidé de partir sur une flight, puis j'ai voyagé 4 ans sans vraiment m'en rendre compte ou me poser des questions, là. Et souvent, justement, c'est ce qui fait que je deviens impatient, mon frère l'est moins. Fait que je pense que notre duo arrive à avoir peur et vaincre la peur. Puis le compromis entre les deux, c'est un peu ce qui fait qu'on est capable d'avancer de manière rationnelle. Donc, c'est comme ça. Et après, je sais pas, je dis souvent, comment vous arrivez à vous reconstruire après un refus, une déception, une trahison, le deuil de quitter une équipe d'enfer, à dire « Ah non, pourquoi ces personnes-là s'en vont, ça allait bien ». Est-ce que, de quelle façon vous arrivez à bomber le torse puis à continuer, à se reconstruire, parce qu'on en vit tous des trahisons, des déceptions, j'imagine. Ben, totalement, puis on en a vécu énormément dans les 4 derniers mois. On a vraiment tout eu en même temps. Fait des déceptions plus que des trahisons. Aucune trahison, heureusement aucune trahison, mais plein de réalités de la vie qui tombent sur nous. Fait je pense que c'est un peu comme la logique qu'on a eue depuis le début du projet, qui est vraiment de ne pas arrêter, de continuer, que le projet devient plus grand que nous, puis qu'on ne peut pas arrêter, puis qu'on garde tout le temps notre la façon qu'on règle n'importe quel problème, qui est s'asseoir, parler, essayer de régler le problème, arriver à un commun accord. C'est énormément plus de temps. On pourrait juste dire bon, je te parle plus jamais, ou on laisse ça tomber, ou on arrête de parler à ce partenaire-là. Mais non, on continue, on n'endort pas pendant des semaines, mais au moins on essaie de régler le problème le plus possible pour qu'on ait la conscience tranquille, puis pour que ça finisse en de bons termes. Fait que c'est plus de temps. Mais au final, même si on dort mal pendant une semaine, on dort mieux pendant le reste de notre vie. Oui. On peut se regarder dans le miroir. C'est important, ça aussi. Et avec le temps, est-ce que ça, avec l'échéancier qui approche, est-ce que ça, puis l'expérience que vous avez, de ce projet-là, avec le temps, est-ce que c'est plus facile de gérer la pression, le trac, ou c'est l'inverse? Ah, c'est énormément plus facile. On commence à mieux connaître. Dans les débuts, je me rappelle, on s'en est rencontré une personne, puis on était complètement nerveux. On connaissait mal notre projet, on savait pas qu'est-ce qu'on parlait. Puis maintenant, on est vraiment plus à l'aise, on se sent vraiment plus confiant. Puis c'est une confiance aussi avec notre sujet. T'sais. Au début, nous-mêmes, on savait pas vraiment dans quoi on s'embarquait, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce projet-là. Puis aujourd'hui, on est confiant, on le sait faire, fait qu'on peut en parler à n'importe qui. Et l'expression, ça revient partout dès qu'on parle de création, dès qu'on parle de projet, l'expression « se mettre à nu »,
Ça revient souvent dans la bouche des créateurs, des créatrices. Est-ce que c'est une condition pour être capable de mettre un projet au monde? Oui, parce qu'on a tout le temps été un peu intègre avec nous-mêmes aussi. On s'est mis à nu dès jour 1, qu'on était les deux frères avec une idée un peu folle. Puis au final, c'est ça, quand on bombe le torse puis on doit prouver à un partenaire quelque chose ou à quelqu'un quelque chose, ben c'est moins notre partenaire. On est plus dans se mettre à nu complètement et dire, regarde, si on l'a mal fait, si on l'a bien fait, travaillons ensemble vers un projet commun. On n'est pas dans cette dynamique-là j'utiliserai le mot mentir, là, mais de bien paraître dans des situations qui paraissent moins bien. On veut être vrai, puis les humains à l'autre bord de la table sont vrais aussi. Donc, c'est ça qu'ils veulent, puis ils ressentent qu'on n'est pas fake. Souvent, personnellement, je vais choisir une situation qui me met dans une position un peu plus vulnérable, justement pour montrer un peu cette transparence-là, puis cette intégrité-là. Parce qu'on n'a pas peur. En tout cas, je pense pas qu'on a peur de nos défauts. T'sais. Ça fait partie intégrale de nous. Puis si quelqu'un le découvre, c'est rendu à mi-chemin, ça se peut que ça le traumatise. Mais s'il sait dès le départ, ben il est capable de vivre avec souvent parce qu'il se dit, tu sais, dans le départ, t'es comme, tout est beau, tout est joyeux, tout ça. C'est pas grave s'il est un peu chialeux, c'est barre, tu sais. Oui. Mettons. Fait que là, il finit par comme vivre avec ça, mais s'il le découvre à moitié chemin, puis que là, c'est déjà pas facile, il y a déjà plein de choses qui se passent autour de nous, puis là, il est comme, puis en plus, il chiale, tabarouette. Fait que ça devient compliqué, tu sais. Fait que souvent, moi, ça, c'est un exemple vraiment que je viens d'inventer complètement, là. Il faut que le projet avance, je dis pas mentir, mais je dirais peut-être embellir. Oui. Embellir toujours. Il faut faire rêver aussi, là. Tu sais, à un moment donné, il faut créer l'émotion, il y a des gens devant nous, et en même temps, il faut arriver à exciter j'utilise le terme exciter, il faut arriver à... La carte postale, moi, quand tu reçois une carte postale de tel endroit, après ça, c'est le dépliant, après ça, ben je veux réserver l'endroit et je veux passer mes vacances là. Là, t'as le contrat avec les termes et conditions. Ben, c'est un peu ça, mais je t'avoue qu'on a un grand avantage quand même, c'est le projet qu'on porte qui est super le fun, qui est dynamique, qui est pas un produit qu'on a à vendre. Puis souvent, le projet nous a sauvés plus que dans nos débuts. Là. Donc, je pense que le projet est rassembleur, est motivant et le fun à vendre. Donc, on ne le vend pas, on en parle. On a un rêve qu'on veut partager avec des gens, puis les gens embarquent avec nous dans ce projet-là. T'sais. C'est ça, on a l'avantage de contrôler le message et le produit. Fait que quand on a un changement à faire, on le fait sur le produit, pas sur le message. T'sais. Donc, souvent, c'est ça. C'est toujours peaufiner ce qu'on fait plutôt que ce qu'on dit. Parce que ce qu'on dit, ben, le jour où quelqu'un se rend compte que c'est pas tout à fait vrai, t'es un peu barré après. T'sais. Et on quitte la peur bientôt pour aller vers autre chose. Quel est l'échec qui vous a fait le plus avancer et sans cet échec-là, votre vie serait complètement différente? On a de la misère à voir nos échecs. Hein? On les oublie genre tout de suite. On en a eu plein, là. Mais comme à chaque fois qu'on se fait poser une question sur l'échec, on cherche, on est comme... Puis il n'y a rien qui nous vient. C'est bizarre, hein? Peut-être parce qu'on vraiment on les perd complètement, mais non... Est-ce que vous seriez capable de dire, bon, un des deux quitte le projet, c'est un échec, ce serait, est-ce que vous seriez capable de fonctionner quand même? Non. Un des deux quitte le projet, tout s'écroule? Ouais, c'est pas envisageable. J'aime ça. C'est ce qu'on appelle brûler ses vaisseaux. Hein? C'est comme, non, c'est comme ça, c'est bon. Et c'est pour ça que les choses sont en train de se faire. Donc, au niveau de l'échec, il n'y a pas un moment où tu dis, waouh, sans cet échec-là, je sais pas, moi, à l'école, c'est nul, je sais pas, peu importe, une peine d'amour qui fait à un moment donné que tu dis, waouh, ça nous a amené vers l'entrepreneuriat social, sans entrer dans l'intimité, là, Ben, c'est pas qu'on veut pas parler de l'intimité. J'avoue que dans nos vies, c'est ça, on a quand même avancé. Il n'y a pas vraiment d'échec cuisant dans notre vie qui a fait qu'on a pris ce chemin-là. Mais si mettons que dans le projet, il y a un moment où on devait sortir les wagons vraiment plus tôt de ce qu'on avait pensé. On était un peu pris, on savait plus quoi faire. Puis on était un peu dans les débuts encore du projet. Donc, on a eu comme une grosse discussion sur quoi faire, où avancer, puis ce qui a donné naissance en fait au projet cet été, la station éphémère. Mais ça a été long, ça a été fastidieux, ça a été complexe. Autant on avait tous les deux extrêmement peur pour des raisons différentes, autant on était convaincus de certaines choses. Puis on a fini par créer ce projet-là. Fait
de cette peur puis de cette brisure, ben, on est sorti quelque chose de grand. Tu sais. Il y a quelque chose qui me fascine, c'est comment arriver à, je dirais, à briser le moule, l'enclos, l'étiquette. Les gens cherchent souvent à mettre l'humain dans un enclos. Toi, es-tu un acteur? Es-tu un conférencier? C'est ce qui me revenait souvent. Est-ce que votre projet pourrait amener, je sais pas moi, un PDG ou un ou une PDG d'une grande banque à dire, moi, je suis peintre et je voudrais exposer aussi. Je veux montrer l'autre côté de ma personnalité. C'est extrêmement intéressant, puis ce qu'on aimerait beaucoup, puis on le fait déjà un peu parce que ce qu'on veut, c'est rassembler plein de silos culturels. Fait qu'autant dans le monde culturel, ben il y a les peintres qui parlent pas nécessairement aux cinéastes et aux sculpteurs et vice-versa, mais aussi dans la multiplicité des talents, des talents et des publics qui viennent chez nous. À la station, on l'a prouvé cet été, puis c'était pour ça, la station, c'était pour prouver ce qu'on voulait faire, d'inviter plein de types de gens qui viennent voir ce qu'on fait, puis qui trippent, puis qui ont un plaisir commun qui est Montréal, tout simplement. Donc, autant justement des PDG de banque qui viennent, puis qui découvrent des talents locaux, puis peut-être qui s'inspirent pour leur propre carrière artistique, des gens du quartier qui découvrent des produits, des gens qui viennent de super loin ou des touristes. Fait qu'il y a vraiment ce mélange de personnes-là, puis pour que les gens soient à l'aise, ben il faut créer un environnement adéquat pour ça, puis qu'il soit inclusif, là. Donc, qu'on rejette personne, que ce soit attirant, que notre staff soit accueillant. Fait qu'il y a tout ça qui fait que cet environnement-là va permettre à ces gens-là de venir grandir personnellement. Peut-être aussi, quand tu t'adresses à quelqu'un, tu parles de toi, tu parles de ton projet, souvent, je vais regarder c'est qui que j'ai en face de moi, puis je vais essayer de trouver une des aspects du projet. Tu sais. Est-ce que c'est le côté grand public? Est-ce que c'est le côté éducation au talent artistique? Est-ce que c'est plus le côté design? Est-ce que c'est le côté gastronomie? Puis je vais parler plus de ça. Puis je vais aller plus en détail là-dessus. Puis souvent, ça va plus rejoindre les gens. Puis ils vont oublier le fait que c'est un projet complexe où est-ce qu'il y a toutes sortes d'aspects. Mais maintenant que je m'adresse à une foule ou que je mets quelque chose sur un site Internet, là, c'est plus compliqué. Puis il faut vraiment bien que tu sectarises, que tu fasses pas des secteurs, là, mais des catégories. Là, tu catégorises bien tes affaires. Je pense que comme ça, tu t'en sors. Mais c'est sûr que des projets complexes, des êtres humains complexes, ben, on a ce problème-là d'avoir plusieurs arcs plusieurs cordes à notre arc, puis que ben, c'est pas facile de tirer une seule flèche. Et les algorithmes en savent de plus en plus sur nous. On nous propose des contenus de plus en plus, je dirais, pour nous réconforter, nous conforter. Et de quelle façon, avec le projet que vous avez, de quelle façon on peut arriver à se surprendre, s'émerveiller aujourd'hui? Ben, c'est un peu le but du projet en tant que tel, c'est justement d'émerveiller, puis que les gens, en fait, on le voyait tout le temps un peu comme une entonnoir, là, une autre métaphore, mais les gens venaient chez nous parce que c'était des wagons de métro empilés un sur l'autre, culbutaient sur une nouvelle bière, un nouveau café, quelque chose, et découvraient en fait des artistes locaux. Fait qu'on attirait les gens comme ça, puis on les faisait découvrir des nouvelles choses. Puis encore là, l'exemple de cet été, ben il y avait plein de sections, plein de lieux avec 5-6 événements en même temps des fois, puis les gens ben, tombaient sur des choses qu'ils pensaient pas découvrir. Puis c'est un peu ça, là, c'est cet effet-là qu'on veut recréer, que les gens viennent pour quelque chose, découvrent un nouveau produit, découvrent une nouvelle passion, découvrent un nouvel artiste. Fait qu'on veut challenger les gens. On veut que notre routine, c'est qu'il n'y ait pas de routine, c'est que ça change constamment. Une semaine, il y a 8 sortes de bières. La semaine après, ben, c'est 8 nouvelles sortes de bières. T'sais. Donc, on est tout le temps dans la découverte. Donc, vous êtes constamment en mouvement. À un moment donné, est-ce qu'il y a le désir de, je dis pas de stabilité, mais de trouver le bon rythme pour proposer? Parce que si moi, je suis pas allé la semaine avant, j'ai manqué cette bière-là. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas ce danger de dire on vient de faire disparaître quelque chose qui méritait d'être découvert? En même temps, il y a toujours l'opportunité d'avoir une autre bière qui lui ressemble. Les gens vont venir dans un esprit de découverte. T'sais. Peut-être qu'effectivement, ils vont venir une première fois, puis on fait « Ah, j'ai goûté cette bière-là, c'était trop bon, il faut aller au MR63 ». Là, finalement, ils vont retourner avec leurs amis, puis elle ne sera plus là. Ils vont être déçus, mais ils vont découvrir d'autres choses. Et je pense que quand des gens viennent avec une espèce d'esprit de curiosité, puis avec un petit peu de temps, oui. Ils se laissent souvent porter par cette idée de découverte-là. Et ça devient assez agréable. Ce ne sera pas comme je pense que notre slogan de notre routine, c'est qu'il n'y ait pas de routine, est quand même assez pertinente dans
notre non-routine, il existe quand même une récurrence, il existe une stabilité. Tu sais. Puis on va travailler avec des gens, puis on a travaillé avec des gens déjà qui aiment ce changement constant. Et qui aiment toujours rechercher, toujours avoir des nouvelles choses à proposer, puis toujours créer des nouvelles expériences. Fait que, encore là, la créativité, c'est pas juste dans l'art, c'est dans tout. Puis nous, on crée des processus qui sont toujours hyper innovants. Est-ce que la formule que tu viens de me décrire, est-ce qu'il y a d'autres références actuellement dans le MR63, mais au niveau culturel, que ça bouge constamment à Montréal? Est-ce que c'est vraiment unique à ce lieu-là, ce que vous êtes en train de faire, de dire on le bouge à un rythme, il n'y a pas de routine? Comme je disais au début aussi, on réinvente pas nécessairement la roue, mais on veut l'améliorer, puis on veut la fine-tuner. Fait que il y a des organismes qui travaillent à Montréal depuis longtemps en culture, en art, pour faire mettre de l'avant des produits. Nous, notre hypothèse, c'est qu'on voulait prendre un lieu monumental pour attirer ces gens-là. Fait qu'on utilise la visibilité plus grande pour aller attirer ces gens-là et les redistribuer vers ces acteurs-là. Un peu pour faire du pouce sur la question de juste avant. Même si la personne vient la semaine après puis la bière n'est pas là, mais en fait, on a accompli notre mission. Il a découvert ce produit-là, puis il va aller chez le producteur local pour l'acheter. Fait que nous, notre but, c'est relancer les gens vers ces acteurs-là pour qu'ils aient découvert cette microbrasserie puis qu'ils deviennent un fan de la microbrasserie. Et là, si tu me permets, tu m'ouvres l'autre question. La beauté de la 4e révolution industrielle, c'est que ça nous offre 1001 possibilités, mais en même temps, je pense que le côté plus sombre, c'est qu'il y a beaucoup de bruit. 250 milliards de DVD, il va y avoir 75 milliards d'objets connectés en 2025. L'intelligence artificielle se nourrit de données. Ça n'arrête plus pour que le deep learning puisse fonctionner à résoudre des problèmes. Il y a beaucoup de pollution numérique. Comment on arrive à se faire remarquer là-dedans? Wow. C'est une excellente question que notre directrice des coms se bute la tête dessus tous les jours. Cet été, on a fait 250 événements. Il y en avait qui avaient à peu près 200 000 de reach. Il y en avait qui avaient de reach et de la portée sur Facebook. Puis il y en avait qui avaient comme 25. Fait que les événements n'ont pas de pénalité. En fait, c'est de bien connaître l'algorithme. Ça, c'est l'étape numéro 1. Nous, on savait qu'est-ce qu'il y avait des pénalités, qu'est-ce qu'il n'y en avait pas. Puis ensuite, comment est-ce qu'on faisait remarquer. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix comme milieu culturel d'arriver avec une seule voix sur les médias sociaux puis d'être porté un peu par un genre de super compte Facebook qui rejoint beaucoup plus de monde. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce bruit-là, sur les médias sociaux notamment, puis sur Google aussi, c'est extrêmement compliqué. Des petits trucs, c'est qu'en tant qu'OBNL à Montréal ou au Canada, on peut aller sur TechSoup.ca puis avoir 10 000 $ par mois de Google Ads gratuit. Donc ça, c'est des petits trucs comme ça que quand tu connais un peu le numérique, tu es capable d'aller chercher un petit peu plus de portée. Puis nous, on a eu la chance Non, en fait, on n'a pas eu la chance. On a décidé dans un premier CA, on a engagé notre premier employé, qu'on allait se porter vers la communication, qu'on allait un peu élucider les mystères des algorithmes des médias sociaux, puis qu'on allait avoir cette portée Facebook-là. Puis on avait posé l'hypothèse aussi qu'avec un bâtiment un peu iconique, avec un bon message, on était capable de peut-être avoir une certaine portée médiatique dans les médias traditionnels. Ces deux hypothèses-là sont avérées complètement vraies. Okay. Et ça nous a permis d'avoir comme beaucoup de portée médiatique puis une super portée Facebook. Fait que c'est un peu en connaissant notre truc, en testant des affaires puis en poussant pour qu'on a réussi à faire du bruit. Mais c'est impossible individuellement ou mettons qu'on est une microbrasserie ou on est un artiste de pousser, à moins que tu fasses il y en a un sur 100 000 là, qui perce sur Instagram, sur Facebook. Fait que c'est super, super dur. Je pense qu'on aurait plus de chance si on se mobilisait, puis un par un, on passait dans un voir ou une La Presse ou quelque chose comme ça, mais constamment. Oui. C'est parce que c'est ça. Et à un moment donné, je me disais, est-ce qu'on doit se débrancher? Est-ce qu'on doit créer l'effet du débranchement? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit créer le désir de « je vais te trouver » ? C'est ça. Je pense que notre autre super concept illustré qui est la roue, en fait, là, que les gens viennent au building physique MR63, découvrent des produits sur place et ensuite perdurent leur expérience en ligne
et ont le goût de redécouvrir les artistes puis revenir chez nous. Fait il y a comme ce cycle continu entre le monde virtuel puis le monde physique. Je pense qu'on peut pas juste vivre sur Internet puis on peut pas juste vivre physiquement dans un lieu. Il y a cette balance entre les deux où le virtuel va venir puis nous, on l'accueille à bras ouverts. C'est vrai qu'il y a une multiplicité de contenu, de créateurs, de tout ça, mais on essaie de justement défricher le terrain de ça, de se doter d'un lieu qui va pouvoir nous permettre d'en parler puis de parler de créateurs dont on veut parler et de laisser un terrain de jeu pour les autres qui ont peut-être une moins grosse voix de s'exprimer. Pouvoir créer un buzz. Créer un buzz, mais comment le garder, c'est ça. C'est souvent ce qu'on se fait poser. On a un building, là, c'est bien beau les wagons de métro, mais après 2 ans, quand les gens vont avoir compris le buzz des wagons de métro, comment perdurer dans le temps? Puis c'est là que la mission devient plus importante que le lieu. L'expérience que les gens viennent chercher chez nous, puis cette découverte constante filtrée par nos experts. Et si vous étiez un slogan de pub, il peut exister, vous pouvez l'inventer de toutes pièces, ce serait quoi pour le MR63? Il fait beau dans le métro. On l'a pas inventé toute pièce. C'est vrai, c'est un copyright. Je pense. Ben, la routine, c'est qu'il n'y a pas de routine. Sinon, comme un peu quelque chose... Ben, nous, on n'est pas en commande. Fait que, mais genre, viens découvrir ta culture. Tu sais, quelque chose qui vient... Parce que ce qu'on invite les gens à faire, c'est de venir découvrir ce qui est autour d'eux. Puis... qui se cassent pas le basic, à essayer de genre rechercher quoi que ce soit, qui viennent juste l'expérimenter. Puis ce qui accroche, ben, ils iront voir ensuite le théâtre ou la galerie d'art qu'on est en train de mettre de l'avant. Tu sais. Mais je pense que y a personne qui s'intéresse pas à la culture aujourd'hui qui va se dire « Aujourd'hui, je vais découvrir la culture ». Il faut qu'il y ait une première expérience. Donc, nous, on s'est donné cette première expérience-là. Et puis, est-ce que c'est les 5 sens? Est-ce que ça va être l'odeur, le toucher? Est-ce que vous visez... vous allez fonctionner par thématique aussi, à un moment donné? Ou, moi, je dis souvent aux gens, lors de ma conférence, en vieillissant, le corps sert à une chose, c'est transporter une tête. Les gens, le corps, c'est un transport-tête, alors qu'il faut redécouvrir ses sens. Est-ce que ce contenant, le contenant que vous allez proposer, qu'on va remplir de contenu de toutes sortes, vise... ça peut être odorifiant, ça peut être odorant, je veux dire, ça peut être au niveau des textures, au niveau des goûts, au niveau des sons, au niveau du visuel. C'est un petit peu, on s'en va dans tous ces sens-là. Exactement, c'est vraiment une expérience 360, puis on veut pas catégoriser non plus. Il y a un café, il y a un bar, il y a une galerie d'art, mais le tout est mélangé. On veut que notre café, notre galerie et notre bar ressemblent à une galerie d'art, que ce soit pas nécessairement un comptoir avec un vendeur où il y a une expérience plus humaine dans tout ça, qu'on voit pas la différence entre le café et la galerie, puis que ça soit un tout commun, que même les employés travaillent autant dans le café que dans la galerie, que dans les événements. Donc, on va toucher autant les goûts, les gens vont venir découvrir des produits, vont venir voir des œuvres, vont venir écouter des conférences inspirantes, vont venir... voir des films, donc on veut que ça soit vraiment une expérience 360 complète, mais pas catégorisée dans des petites salles fermées. Puis l'odeur va peut-être venir du fait qu'il y a beaucoup de plantes à l'intérieur. J'essaie de trouver comme l'odeur, là, t'en avais 4, j'étais comme, ah là, il fait enfin je pensais qu'on allait l'oublier, l'odeur. Mais non, c'est important, l'odeur. Il va y avoir probablement de l'eau aussi. Tout ça va avoir un goût, une odeur, un feeling aussi sur la peau, là. Donc, ça pourrait être tout ça. Et combien de personnes peuvent être en même temps, mettons, est-ce que les pompiers permettent de dire il y a tant de personnes qui peuvent entrer si c'est un gros buzz, il y a un événement, là, et là, on rentre quoi, 600 personnes? J'aimerais beaucoup te dire la réponse, en fait. On est en train de voir avec les architectes les nouveaux plans sur le nouveau terrain. Fait que bientôt, on va pouvoir te répondre à cette question-là, mais on va avoir un bon terrain de jeu pour pouvoir proposer une œuvre culturelle intéressante. Là. Ça va être un peu la réponse politique, là, mais... Plus que 10, moins que 1000. Voilà. Non, parce que tu sais, Manu, il y a une limite, là, toujours la capacité, ce que j'appelle la capacité des pompiers. Là. Tu peux pas dépasser tel niveau pour la sécurité, puis c'est un lieu public, puis vous savez, ça fait partie de toutes les embûches que vous avez dû vivre depuis le début de ce projet-là. Pour la capacité, en fait, on peut pas donner de chiffre précis, mais on a quand même découvert qu'on veut pas faire une salle de spectacle immense pour des gros concerts. Là. C'est pas ça le but du projet. On n'est pas là où on va avoir
des concerts tous les soirs. Le but, c'est une expérience agréable pour les gens qui viennent découvrir et que ce ne soit pas complètement comprimé par un nombre de personnes, mais par une expérience, le fun pour chaque individu. L'empathie, j'imagine que ça fait partie de redécouvrir. Montréal, veut pas, on est toujours, ça bouge tout le temps, on est sollicité de partout. Est-ce que c'est un endroit, une espèce de cocon aussi, où on peut se retrouver? Exactement. Exactement. Puis pour être confortable, il faut, comme mon frère disait, les 5 sens soient touchés par autant l'odorat, tout ça, mais aussi être confortable, pas être brusqué non plus, là, c'est ça. C'est pas se retrouver à l'heure de pointe dans le métro. Puis ça en transparaît par la programmation aussi. Là, on veut faire des shows plus intimistes. On a comme une vision aussi plus expérientielle, agréable que comprimée, là, juste comme rentrer du monde pour faire du profit. OK, j'ai hâte de voir. Et actuellement, est-ce que vous avez, je dirais normalement, c'est qui est ton idole, pourquoi et quelle activité aimeriez-vous faire avec cette personne-là? J'ai toujours répondu à cette question-là par... c'est comme un mélange de plein de monde, en fait. J'ai comme pas une personne, genre, cette personne-là, j'aimerais être elle, ou elle me fait tellement triper. C'est comme un mélange de plein de personnalités ou de traits de personnalité de plein de personnes que je mets en une super idole, si tu veux. Oui, c'est quasiment... Là, tu es en train de parler avec l'intelligence artificielle où on pourrait mettre toutes les qualités de ce que tu recherches de tes idoles. Ben, tu vois, en fait, tu me tends une bonne perche. Je pense que tout ce qui est dans l'intelligence artificielle et tout m'intéresse énormément. Et c'est un peu ça, tu sais. Au final, c'est cette connaissance collective qui peut devenir une idole intéressante, tu sais. Il n'y a pas une personne qui a la vérité infuse, puis je pense que c'est une somme de toutes les connaissances qui créeraient cette personne-là super intéressante, puis l'intelligence artificielle peut l'atteindre. On découvre tellement de choses juste sur Google, on a tellement tout au bout des doigts, donc tout est là, tu sais. Fait que ton idole, ce serait l'Internet? Mon idole, c'est Google. Et toi, Frédéric, est-ce que tu as une idole? As-tu quelqu'un qui dit... J'y pense depuis 2 minutes. Là. J'ai fait le tour de la Terre 2 fois dans ma tête. Je trouve pas. Il n'y a pas d'idole, OK. Donc, j'ai juste Barack Obama dans la tête parce que c'est le gars qui est sorti de nulle part, qui a défié toutes les préjugés sur lui, qui a gagné l'investiture démocrate, qui a gagné un 2e mandat, qui a réussi à faire des trucs. Puis malgré le fait que c'est quelqu'un que j'aime, que j'idolâtre, pas que j'idolâtre, mais qui m'impressionne beaucoup, c'est quand même quelqu'un qui, avec la politique, n'a pas réussi à faire tout ce qu'il voulait. Puis je pense que aujourd'hui, on est un monde interconnecté, puis le politique, c'est un des moyens de changer le monde. L'autre, c'est l'entrepreneuriat social notamment, parce que je pense pas que dans 10 ans ou dans 15 ans, les entreprises qui font juste de l'argent pour de l'argent vont exister encore. Puis on est beaucoup à le penser dans notre secteur. Donc, pour le moment, c'est comme un contre-idole, genre. C'est une idole que finalement j'admire, mais qui n'en a pas fait assez. Puis que j'espère dépasser, là, c'est impossible, là, mais que j'espère au moins aller rejoindre quelque part. Est-ce qu'il y a une activité que tu aimerais faire avec lui? J'aimerais ça aller dans sa fondation, puis qu'on jase qu'on jase de sa présidence, puis qu'on regarde c'est quoi les défis qu'il y a aujourd'hui dans le politique, puis comment est-ce que dans ces hautes sphères-là, ça se décide vraiment, puis comment est-ce que nous, comme entrepreneurs, on peut avoir un impact réel, puis comment est-ce qu'on peut faire pour être un allié du politique, puis changer le monde pour le mieux. Peut-être que je suis en train de parler à un futur premier ministre. On ne le sait pas. Non. Tu ne vois pas en politique. C'est pas quelque chose qui... Si tu veux, on a un pari avec des amis que Fred va se lancer en politique un jour. Je vais faire tellement d'argent avec ça. Est-ce que c'est bon pour toi si tu le fais? C'est ça ou quoi? Oui, exactement. Si je me lance en politique un jour, je perds 3 fois 20$, okay. Avec indexé au coût de la vie, puis par année. Donc, puis moi, je décide quand je cache. C'est bon. Et la dernière photo que vous avez prise avec votre portable, c'est quoi? Ah, c'est une bonne question. Je vais regarder ça. Je fais souvent des screenshots d'images drôles que je trouve. Je vais assumer de le dire. Vas-y. C'est un jeu, le jeu Guess Who de Star Wars, que j'ai volé il y a très longtemps dans un bar. On est en plein déménagement en ce moment et je l'ai pris en photo parce que
j'allais sûrement m'en départir, mais je voulais garder le souvenir. En fait, je l'ai même pas volé, j'ai incité un ami à le voler. Ah, c'est donc, complicité après le fait, c'est extraordinaire. Bon, on est sorti, il y avait le gros jeu en dessous de son chandail, un gros carré, puis ça passait comme du feu. Fait que ça, c'est la photo, parce que cette photo-là, tu voulais dire à la personne, n'oublie pas d'aller le reporter où tu l'as pris? Non? Même pas, je pense que c'est juste pour le souvenir, ça fait tellement longtemps, là, c'était juste pour le souvenir de ce moment drôle de ma vie. OK. Et toi, Frédéric? Ma vraie dernière, c'est le plat qu'on a mangé hier, où je m'amusais à faire mon Massimo Bottura de moi-même, puis que je cuisinais comme semi-fancy. Là. Qu'est-ce qu'un Massimo? Tu viens de donner un nom, je comprends. C'est un chef, c'est un chef italien qui a été inspiré par l'art pour travailler la gastronomie. Puis, mais une photo qui arrive 5 positions en dessous, c'est une amie qui est au Musée des Beaux-Arts puis qui teste l'œuvre où est-ce qu'il faut que tu mettes tes mains puis que tu réfléchisses. Ben, en fait, ça calcule ton pouls. Donc, ça va chercher ton pouls puis ça fait allumer des lumières en fonction de ton pouls. J'aime beaucoup, beaucoup cette photo et cette œuvre qui allie technologie et art. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 3 prochaines années? Ben, souhaitons-nous tous ensemble qu'on va être capable d'aller dans un beau lieu qui va nous faire découvrir notre culture, puis dans lequel tous les talents de Montréal vont pouvoir s'approprier. Et qu'ensemble, on va être capable de un peu briser les silos qui cloisonnent l'art, les arts et la gastronomie, puis tous les secteurs de la culture. Déjà, ça, c'est quand même un bon souhait. Là. Peut-être un souhait plus personnel aussi, c'est qu'on réussisse ce projet-là pour pouvoir en faire d'autres, puis pour pouvoir l'atteindre. Je pense que ça fait 6 ans qu'on travaille là-dessus, qu'on a notre corps, notre âme, puis on y croit en ce projet-là, puis ça nous fait triper, au final. On le fait pas juste pour... On le fait, oui, pour la cause, mais on le fait parce qu'on aime ça, parce que ça nous fait triper, ça nous fait vivre, ça nous fait découvrir des choses extraordinaires, ça nous fait rencontrer des gens super le fun. Fait que continuez là-dedans. Continuez à triper, à s'amuser, à rencontrer des belles personnes, puis à atteindre notre but. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu te souhaites? Ce que je me souhaite, c'est de continuer de faire des entrevues comme ça avec vous, des gens inspirants. C'est de continuer de développer, continuer d'être un acteur, ce que je fais depuis 30 ans. Je veux continuer d'être un conférencier. Je veux continuer de voyager. Je veux continuer d'être en santé. Je veux continuer d'être encore amoureux de ma femme. Ça fait 28 ans que je suis avec elle. Je veux que ce soit encore pour les 40 prochaines années, qu'on soit pendouillante partout, puis qu'on se regarde, puis que je dise que t'es belle, viens te coller sur moi. C'est un work in progress. Mais les 3 prochaines années, souvent quelqu'un me dit pourquoi juste 3 ans? Je dis c'est déjà beaucoup 3 ans. On ne sait pas ce qui peut arriver en 3 ans. Et en terminant, si on veut avoir de vos nouvelles sur les réseaux sociaux, si on veut avoir recours à vos services, vous offrir de l'expertise, peu importe, de quelle façon on peut vous rejoindre? Eh bien, vous pouvez suivre le projet MR63 sur Facebook, Instagram et votre réseau social préféré. Mais sur notre site Internet en ce moment, on est juste un peu en maintenance. Fait que suivez-nous sur Facebook, ça va être vraiment plus simple. Puis on peut répondre rapidement là-dessus. Jasez-nous, écrivez-nous pour vrai si vous avez des questions ou même des anecdotes sur le métro, le premier métro que vous avez pris. Venez nous en faire part parce qu'on trouve ça super intéressant à chaque fois. Donc, c'est Facebook MR63, c'est quoi sur MR63 Montréal. OK. Et sur Instagram, c'est MR63 aussi Montréal, je crois. Puis le site Internet revient très rapidement. Et on va réactiver notre blog aussi. On met un talent de Montréal de l'avant à chaque semaine. Écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite la santé pour continuer, la santé mentale, physique, spirituelle. Je vous souhaite la santé financière pour que ce projet-là qui est en train de se bâtir de plus en plus puisse voir le jour. C'est inspirant. Merci beaucoup d'offrir, de mettre votre énergie, vos talents, vos compétences pour que cet entrepreneuriat social connaissent de plus en plus de portée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous aimez mon balado? Écoutez, je vous invite à vous abonner. De cette façon, vous serez les premiers à être informés lorsque j'en publierai un nouveau. Je vous invite également à le partager. Vous pouvez aussi visiter mon site web, hugodube.com. Sur mon site, il y a des liens vers ma page Facebook Pro pour s'inscrire à mon infolette, ma chaîne YouTube. Et aussi, si vous cherchez un conférencier, sur mon site, il y a l'information nécessaire pour prendre connaissance du sujet et de l'angle de ma conférence et évidemment les coordonnées pour nous joindre. Merci. Restons en contact puisque le but de mes podcasts, c'est de vous rendre service.
d'ici la prochaine publication. Allez, fais-le. Merci.